Dans l'ombre de la défaite qui s'étend sur l'Allemagne, les architectes du Troisième Reich sont traqués. Mais derrière eux, il y avait leurs épouses. Elles ont vécu dans des demeures volées, trinquant aux victoires pendant que l'Europe se vidait de son sang. Maintenant que la fin est là, il n'y a plus d'échappatoire. Leurs maris sont morts ou capturés. Pour elles, ce qui suit est une descente aux enfers. Suicide, arrestation et interrogatoire au milieu des ruines. Leur dernière heure sera aussi brutale que le régime qu'elles ont servi. À la fin du mois d'avril 1945, Berlin n'est plus qu'un champ de ruines fumant. L'armée rouge s'est enfoncée au cœur de la ville, le grondement de l'artillerie est incessant, les obus frappent les bâtiments toutes les quelques minutes et le ciel est un voile de fumée opaque. Des quartiers entiers sont rasés. L'eau, l'électricité et la nourriture ont presque disparu. Les civils allemands se terrent dans les caves ou tentent de fuir une ville qui n'offre plus aucun refuge. Pourtant, au centre de Berlin, sous le jardin de la chancellerie du Reich, un dernier bastion subsiste, le Führerbunker. C'est dans cet abri souterrain qu'Adolf Hitler et ses plus fidèles se sont réfugiés. Avec ses murs de béton épais et ses couloirs étroits, il a été conçu pour résister aux bombes. De petites pièces et des bureaux sont éclairés par la lumière blafarde des lampes. L'air est moite, saturé de fumée de cigarettes. Sur chaque visage, la même certitude. La fin est proche. Adolf Hitler vit reclus dans les niveaux inférieurs du bunker. Son comportement est de plus en plus erratique. Ses nuits sont sans sommeil, ses journées rythmées par des éclats de colère contre ses généraux et la lecture de rapports qui confirment l'inéluctable. L'ambiance parmi son personnel est glaciale. Dans les recoins, on murmure, et chaque explosion à la surface fait grandir la peur. Bientôt, la loyauté elle-même deviendrait un piège mortel. Dans le bunker, chaque détonation à la surface fait trembler les murs. Sous terre, le temps semble s'être arrêté, suspendu à l'agonie du Reich. Le 29 avril 1945, au milieu de ce chaos, Hitler épouse Eva Braun lors d'une brève cérémonie. Elle était sa compagne depuis des années, mais toujours maintenue à l'écart de la vie publique. Seuls quelques fidèles assistent à l'union, dont Joseph Goebbels et Martin Bormann. La mort était désormais une affaire de protocole. Cette même nuit, Hitler dicte ses dernières volontés. Il refuse toute idée de reddition. Il accuse ses propres officiers de trahison pour justifier la défaite de l'Allemagne et jure qu'il ne sera pas capturé vivant. Le lendemain après-midi, le 30 avril, Hitler et Eva Braun se retirent dans son bureau privé. Eva avale une capsule de cyanure. Quelques instants plus tard, Hitler se tire une balle dans la tempe droite. Leurs corps sont découverts peu après. Suivant les ordres, ils sont enveloppés dans des couvertures, transportés dans le jardin dévasté et aspergés d'essence. Alors que les flammes s'élèvent, l'odeur de poudre à canon se mêle à celle du carburant. Les soviétiques ne sont plus qu'à quelques mètres. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Magda Goebbels, l'épouse du ministre de la Propagande, est également dans le bunker. Elle y est arrivée des semaines plus tôt avec ses 6 enfants, âgés de 4 à 12 ans. Sa loyauté envers Hitler est absolue. Pour elle, un monde sans lui ne vaut pas la peine d'être vécu, ni pour elle, ni pour sa progéniture. Même alors que Berlin s'effondre au-dessus de leur tête, Magda s'efforce de maintenir ses enfants propres, les habillant chaque jour avec soin. Elle tente de créer une bulle de calme au milieu de la terreur ambiante. Le personnel du bunker s'attache aux enfants, joue avec eux. Mais tous savent ce qui se prépare. Ce simulacre de normalité ne pouvait masquer la décision qu'elle avait déjà prise. Le soir du 1er mai, Magda et Joseph prennent leur décision finale. Avec l'aide du médecin personnel d'Hitler, le docteur Ludwig Stumpfegger, les enfants reçoivent d'abord un somnifère. Une fois inconscient, Magda place une capsule de cyanure dans la bouche de chaque enfant et l'écrase. Les 6 corps reposent sans vie dans leur lit, alignés dans le petit dortoir du bunker. Le pire était accompli. Mais la nuit n'était pas terminée. Plus tard, Joseph et Magda montent à leur tour dans le jardin. Joseph abat sa femme d'une balle dans la tête, puis retourne l'arme contre lui. Leurs corps sont rapidement brûlés par le personnel, près de l'endroit où Hitler et Eva Braun avaient été incinérés la veille. À cet instant, les troupes soviétiques sont aux portes. Les murs tremblent sous le bruit des chars et des tirs d'artillerie. Dehors, la Wilhelmstrasse n'est qu'un amas de véhicules détruits et de décombres. Les derniers occupants du bunker sont coupés du monde. Les téléphones sont morts,
les radios silencieuses. Les réserves s'épuisent, la nourriture se fait rare et l'air devient irrespirable. Certains officiers parlent de s'enfuir, d'autres attendent en silence. Beaucoup ont déjà mis fin à leur jour. Le bunker, conçu pour protéger les dirigeants du Reich, était devenu un tombeau. À la surface, le 2 mai, les forces soviétiques hissent leur drapeau sur le Reichstag, un acte qui symbolise la chute de Berlin. À ce moment, la plupart des membres du cercle rapproché d'Hitler sont morts, portés disparus ou capturés. Alors que la nouvelle se propage, une vague de suicides déferle sur ce qu'il reste du pays, emportant généraux, officiers SS et leurs familles avec eux. Dans le sud de l'Allemagne, alors que le Reich millénaire s'effondre, la panique gagne les cercles du pouvoir, et surtout les épouses des hauts dignitaires. Parmi elles, Lina Heydrich, la veuve de l'officier SS Reinhard Heydrich, assassiné à Prague 3 ans plus tôt. Jusqu'alors, elle vivait confortablement, protégée par ses relations politiques et une pension d'État. Mais au printemps 1945, ce monde s'effondre. Lina craint la vengeance de la résistance tchèque et l'avancée des forces soviétiques. Plutôt que de fuir le pays, elle choisit de faire disparaître les preuves. Dans la fumée des documents brûlés, des lettres et des dossiers de son mari liés à la SS et la Gestapo, elle efface son passé. Puis, elle prend ses enfants et s'enfuit vers le nord, sur l'île reculée de Fehmarn. Elle espérait y disparaître. Pendant ce temps, dans le port de Kiel, la marine allemande se désagrège. Le 3 mai 1945, le général Hans-Georg von Friedeburg, commandant de la Kriegsmarine, rend officiellement la flotte aux forces britanniques. La nouvelle se propage en quelques heures. Apprenant la capitulation, son épouse, dont le nom n'a jamais été enregistré dans les archives publiques, met fin à ses jours. Elle ne pouvait supporter la réalité d'un monde qui n'existait plus. 20 jours plus tard, son mari suivrait son exemple. À Stendal, au nord-est de Magdebourg, une autre épouse est rattrapée par la défaite. Les troupes américaines arrêtent Margareta Speer, la femme du ministre de l'armement d'Hitler. Elle n'est ni blessée ni accusée, mais son arrestation est prise très au sérieux. Séparée de ses enfants, sa maison fouillée, elle subit de longs interrogatoires. Les Américains veulent savoir tout ce qu'elle a pu voir ou entendre. Face aux questions, Margareta reste murée dans le silence. Sa vie d'avant venait de s'achever pour toujours. Ces scènes se répètent à travers toute l'Allemagne, mais prennent une ampleur tragique dans certaines villes. À Demmin, près de 900 personnes, surtout des femmes et des enfants, se donnent la mort en quelques jours. Certains se noient dans les eaux froides de la rivière Pine. D'autres utilisent le poison, des lames ou le feu. La peur de l'arrivée des soldats soviétiques, nourrie par des rumeurs de pillage et de violence, alimente une panique collective. Pour beaucoup de femmes, le suicide semblait la seule issue. Chez les épouses d'officiers nazis, le suicide n'est pas seulement un moyen d'échapper à la justice, c'est un acte de loyauté ultime envers une idéologie et un monde anéanti. Pour elles, la capitulation est une disgrâce, un procès, une honte publique. Certaines supplient leur mari de les tuer. D'autres agissent seules, entraînant parfois toute leur famille dans la mort. Être lié à l'élite nazie, même par le mariage, suffisait à signer son arrêt de mort. À la fin de la première semaine de mai, l'Allemagne est devenue un pays de fosses communes. Des tombes creusées non seulement par les bombes ou les combats, mais aussi par le suicide. Chaque mort racontait une histoire différente, la culpabilité, la peur ou une loyauté aveugle envers un régime déjà effondré. Le 8 mai, l'Allemagne capitule officiellement. Le silence qui suit est lourd de toutes ces vies perdues. Au printemps 1945, les armes se taisent enfin sur l'Europe. Mais dans le silence qui suit la capitulation allemande, une autre guerre commence. Une traque silencieuse, menée dans l'ombre des ruines pour que justice soit faite. Les enquêteurs alliés se déploient à travers un continent dévasté, à la recherche des responsables du régime nazi. Si beaucoup de hauts dignitaires sont morts ou ont disparu, leurs épouses, elles, sont toujours là. Retirées dans des demeures isolées, des châteaux de montagne, elles ont souvent vécu dans un luxe insolent pendant que le monde brûlait. Les Alliés sont convaincus qu'elles détiennent des clés. Certaines étaient profondément impliquées dans la société nazie. D'autres sont soupçonnées d'avoir aidé leur mari à cacher des documents ou des biens volés.
Même sans avoir commis de crime direct, elles sont des témoins essentiels, et leur monde est sur le point de s'effondrer. L'une des premières à tomber est Ilse Hess, l'épouse de Rudolf Hess. Fin mai 1945, des troupes américaines la trouvent dans le sud de la Bavière et l'arrêtent sur le champ. Son mari, l'ancien adjoint d'Hitler, est prisonnier des Britanniques depuis son vol insensé vers l'Écosse en 1941. Mais Ilse, restée en Allemagne, n'a jamais renié ses convictions, continuant d'assister à des réunions et d'écrire à son mari en prison. Bien qu'elle ne soit pas accusée de crimes de guerre, les officiers alliés voient en elle une sympathisante nazie irréductible. Après sa libération, sa vie change radicalement. Interdite de toute activité publique, privée de ses biens et surveillée de près, elle est condamnée au silence. En juin 1945, le luxe s'arrête brutalement pour Emmy Göring. Des soldats alliés investissent le château de Fischhorn, dans les Alpes autrichiennes, où s'est réfugiée l'épouse du maréchal du Reich. Pendant la guerre, Emmy avait vécu comme une reine, parée des plus beaux atours, trônant aux côtés d'Hitler lors des grandes cérémonies. Son mari se rend peu après son arrestation, destiné au procès de Nuremberg. Emmy est conduite dans un centre de détention, séparée de sa fille, Eda, pendant de longs mois. Les regards qui la vénéraient autrefois se chargent de mépris. À sa libération en 1948, elle n'est plus qu'un fantôme de sa gloire passée, le symbole déchu d'un régime monstrueux. Elle vivra le reste de sa vie discrètement à Munich, loin de la fortune et du pouvoir. Une autre femme se retrouve dans le viseur des enquêteurs, l'épouse du général SS Karl Wolff. Son mari, un proche de Himmler, a joué un double jeu. Début 1945, il a secrètement négocié avec les Américains en Suisse pour organiser la reddition des troupes allemandes en Italie du Nord. C'était l'opération Sunrise. Les Alliés sont persuadés que sa femme est au courant de ces tractations et d'autres secrets. Elle est arrêtée en juin et interrogée dans un camp près de Munich. Face aux questions, elle affirme n'avoir été qu'une simple femme au foyer, étrangère à la politique. Mais des documents prouvent sa présence à de nombreux événements SS au cœur du pouvoir. Elle ne sera pas inculpée, mais ses biens sont confisqués. Après la libération de son mari qui a échappé à la peine capitale grâce à sa coopération, le couple se retire en Bavière. Ils vivront dans l'anonymat le plus total, jusqu'à leur mort au début des années 70, presque oubliés de tous. Au début des années 70, l'opinion publique les avait déjà oubliés. Mais à l'été 1945, leur sort est au centre de toutes les attentions. Les camps de détention alliés se remplissent de femmes comme elles, épouses, sœurs et filles des hauts dignitaires nazis. Elles arrivent de toute l'Allemagne et de l'Autriche. Certaines vivaient sur des bases militaires, d'autres dans des refuges de montagne comme le Berghof, où Hitler se rendait souvent. Dans des pièces nues, les interrogatoires durent des jours. Les Alliés veulent savoir ce qu'elles ont vu, ce qu'elles savaient, si elles ont aidé à cacher des personnes ou des biens volés par le régime. Leur monde venait de s'effondrer. Les Américains ouvrent de vastes camps d'internement à Augsbourg ou Ratisbonne. Les Français détiennent leurs prisonnières près de Metz et Strasbourg, tandis que les Britanniques utilisent des sites en Basse-Saxe. Partout, les conditions sont strictes. Vêtements simples, nourriture sommaire, discipline militaire. Certaines sont isolées, d'autres détenues avec des inconnus, sans aucun contact avec leur famille. Mais la vérité est une chose fragile. Toutes n'ont pas commis de crime, mais la plupart ont profité des privilèges du pouvoir nazi. Elles ont vécu dans de grandes maisons saisies à des familles juives, servies par des domestiques qui étaient parfois des prisonniers. Elles assistaient à des concerts et à des bals, tandis que la guerre ravageait l'Europe. Ce monde avait disparu. Même pour celles qui sont libérées après quelques mois, la vie est une prison à ciel ouvert. Elles n'ont plus le droit de voter, d'enseigner ou de travailler pour le gouvernement. Certaines ne peuvent plus posséder de terres ni gérer d'entreprises. Quitter leur district d'origine nécessite une autorisation. La société les avait déjà condamnées. Sous la surveillance de la nouvelle police allemande ou des forces alliées, leurs noms sont inscrits sur des listes noires. Les anciens amis détournent le regard. Elles perdent leur maison, leur statut social et, dans bien des cas, leurs propres enfants. Elles sont devenues des parias dans leur propre pays. Lorsque l'armée rouge déferle sur l'Allemagne, la vengeance est dans l'air, palpable et personnelle. Pour les épouses des dirigeants nazis, et souvent pour leurs enfants, il n'y aura aucune pitié.
Après des années de souffrance indicible sous l'invasion allemande, la rage des soldats soviétiques est à son comble. En atteignant Berlin, ils ne voient pas ces femmes comme de simples conjointes. Elles sont le symbole vivant de tout ce que le régime nazi a infligé à leur peuple. Hedwig Rosenberg, l'épouse de l'idéologue du parti Alfred Rosenberg, est à Königsberg quand la ville tombe. Elle est capturée en mai 1945, puis déportée vers l'Est dans une prison soviétique. Son mari est déjà prisonnier des Américains, mais cela n'a aucune importance. Les Soviétiques veulent la briser, elle. Jetée dans une cellule glaciale, privée de soins et à peine nourrie, elle endure plus de 2 ans de surveillance constante. Lorsqu'elle est finalement libérée en 1947, elle n'a nulle part où aller. Sa maison, sa ville, n'existent plus. Königsberg a été annexée par l'Union soviétique et rebaptisée Kaliningrad. Elle est une étrangère dans son propre pays. Dans les villes occupées, d'autres femmes liées au régime subissent une violence publique et immédiate. Épouses, secrétaires ou parentes d'officiers SS sont arrachées de leur maison. Elles sont ensuite traînées dans les rues, livrées à la fureur des civils qui ont tout perdu pendant la guerre. La foule se fait justice elle-même. Certaines sont déshabillées, leurs cheveux rasés devant la foule. D'autres sont frappées, battues, avant d'être remises aux gardes soviétiques. Ces actes de vengeance ne figurent sur aucun ordre officiel, mais dans de nombreuses zones, on les laisse faire. Il n'y a aucune sympathie pour ces femmes. Dans le système carcéral soviétique, elles ne sont pas traitées comme des prisonnières de guerre. Elles sont considérées comme des ennemis, parfois plus haïs encore que les hommes déjà morts ou en fuite. Dans le chaos de l'après-guerre, leurs droits sont inexistants, leurs noms souvent jamais enregistrés. Leur sort se joue dans l'ombre, loin des registres et des lois. Pendant ce temps, à Nuremberg, les projecteurs s'allument sur un autre type de justice. Dans l'ombre du tribunal de Nuremberg, le monde découvrait l'horreur des camps et la mécanique du massacre. Mais à l'écart des caméras, dans des résidences sous surveillance, les épouses des accusés vivaient leur propre jugement, silencieux et implacable. Non loin de là, dans une villa gardée, Amy Goering attendait. Des soldats américains surveillaient chacun de ses gestes, jour et nuit. Elle implorait le droit de voir son mari, mais la porte de la prison lui restait fermée. Parfois, vêtue de sombre, le visage caché par des lunettes de soleil, elle s'approchait du palais de justice, tentant de capter un écho du procès. Ses lettres à Goering étaient lues, censurées et souvent jamais transmises. Le 1er octobre 1946, quand la sentence de mort tomba, personne ne prit la peine de l'en informer. Elle n'apprit la nouvelle qu'après coup, une fois le cyanure avalé, la veille de l'exécution. Margaretha Himmler, elle, était détenue dans un centre militaire américain. Son mari s'était déjà suicidé en mai 1945, mais pour les Alliés, elle restait un témoin clé. Interrogée à plusieurs reprises, elle s'obstinait. Alors que les preuves des crimes de la SS s'accumulaient dans la salle d'audience, elle continuait de décrire son mari comme un homme bon, affirmant tout ignorer des camps et des exécutions. Les enquêteurs peinaient à la croire. Relâchée début 1946, elle fit face à la haine. Des menaces la forcèrent à changer de nom et à disparaître de la vie publique. On ne la voyait que rarement, une ombre fuyante. Jamais elle n'admit la vérité sur les crimes de son mari. Elle mourut en 1967, sans nécrologie, sans reconnaissance officielle. Son silence l'avait ensevelie bien avant sa mort. Pour Margaretha Speer, le verdict marqua le début d'une autre épreuve. Son mari, l'un des seuls à reconnaître une part de culpabilité, fut condamné à 20 ans de prison à Spandau. On lui accorda une unique visite. La rencontre fut brève, glaciale. Pas d'enfants, pas de discussion politique. Puis, elle dut rentrer seule pour élever ses enfants sous le poids constant du nom qu'il portait, avec des moyens limités et sous la surveillance des autorités. À la libération d'Albert en 1966, elle l'aida à se réinsérer, puis retourna dans l'ombre. Tandis qu'il publiait ses mémoires, elle fuyait les médias et les événements publics. Après la mort de son mari en 1981, elle continua de vivre à Heidelberg, discrètement. Elle s'éteignit en 1987, une silhouette oubliée de l'histoire. Dans le silence qui suit la chute du Troisième Reich, un nouveau chapitre commence pour celles qui ont partagé l'intimité des hommes les plus puissants du régime. Avec la fin des procès de Nuremberg en 1946,
les épouses des hauts dirigeants nazis se retrouvent face à une réalité brutale. L'Allemagne est un champ de ruines, la vie quotidienne un combat, même pour les citoyens ordinaires. Pour ces femmes, la situation est encore plus sombre. Rejetées par leurs voisins, privées de travail, elles sont partout traitées avec une méfiance glaciale. Leurs anciens privilèges ont disparu, balayés par la défaite. Elles doivent désormais survivre dans un pays qui cherche désespérément à oublier son passé. Et elles en sont le rappel vivant. Lina Heydrich, la veuve de l'architecte de la solution finale, s'installe sur l'île de Fehmarn, au nord de l'Allemagne. Elle y achète une ferme et la transforme en une petite pension pour gagner sa vie. Mais son nom la précède. Les habitants connaissent son histoire et beaucoup gardent leur distance. À l'école, ses enfants sont souvent mis à l'écart, harcelés. Lina, elle, ne cède pas. Elle continue de défendre les actions de son mari, affirmant qu'il n'a fait que suivre les ordres par loyauté envers sa patrie. Dans les années 50, puis de nouveau dans les années 60 et 70, elle accorde plusieurs interviews. Son objectif est clair, réhabiliter l'image de son époux. Elle insiste sur le fait qu'il n'était pas responsable de l'Holocauste, malgré son rôle central dans l'organisation de la conférence de Wannsee. Jusqu'à sa mort en 1985, elle ne manifestera aucun regret et s'accrochera à son déni. Emmy Göring, autrefois considérée comme la première dame du Reich, connaît un destin différent. Elle retourne à Munich sans argent, sans maison et presque sans amis. Les Alliés ont confisqué tous les biens de la famille, œuvres d'art, bijoux, domaines. Au début des années 50, elle tente de publier ses mémoires, mais se heurte au refus de la plupart des éditeurs. Le stigmate de l'actrice nazie la suit partout où elle va. Survivant grâce à un maigre soutien financier, elle vit modestement dans un petit appartement. Ses apparitions publiques deviennent inexistantes et elle n'accordera jamais d'interview complète. Elle s'éteint à Munich le 8 juin 1973 dans l'indifférence générale, sans funérailles publiques. Son histoire s'achève dans l'ombre. Ilse Hess, elle, adopte une posture radicalement opposée. D'une loyauté sans faille à la mémoire de son mari, elle s'engage activement dans les cercles d'extrême droite. Dès les années 50, elle prend la plume pour des magazines nationalistes, défendant Hitler et affirmant que Rudolf Hess n'avait cherché qu'à faire la paix avec la Grande-Bretagne. Convaincue de son injustice, elle milite sans relâche pour sa libération de la prison de Spandau. Malgré les interdictions de participer à des événements politiques, elle poursuivra son combat jusqu'à sa mort en 1995. D'autres épouses connaissent des luttes similaires, entre pauvreté, rejet et suspicion constante. Certaines changent de nom, d'autres s'isolent dans des zones rurales pour échapper à l'attention. Aucune ne retrouvera jamais une place dans la vie publique. Leur mari avait mené le pays au désastre et elles portaient désormais seules le poids de cet héritage. La plupart de leurs enfants choisiront une autre voie. Pour eux, le nom de famille est un fardeau à déposer. Beaucoup changent d'identité et quittent l'Allemagne pour les États-Unis, le Canada ou l'Amérique du Sud, dans une tentative désespérée d'échapper au passé. Quelques-uns écriront leurs mémoires ou donneront des interviews, mais la majorité choisira le silence. L'héritage nazi avait marqué leur famille à jamais. À la fin du XXe siècle, presque toutes les épouses des dirigeants nazis ont disparu. Leur mort passe largement inaperçue. Aucun monument n'est érigé, aucun hommage rendu. Leur vie, commencée dans le pouvoir et les privilèges, se termine dans le silence, la honte ou le déni. Pour l'Allemagne, elles faisaient partie d'un chapitre que la nation voulait fermer et ne jamais rouvrir.